Nous sommes le mercredi 17 décembre, il est minuit 0 heure. Et je voudrais revenir une fois de plus sur des ouvrages comme celui-là, que j'ai déjà mentionné, Sylvain Mimoun et Rika Etienne, côté cœur, côté sexe, la BC de bonheur à deux, chez Albin Michel. Parce que je parle ici en tant qu'astrologue. Les astrologues doivent être agressifs. Il n'y a pas de meilleure attaque, il n'y a pas de meilleure défense que l'attaque. Et si l'astrologie a vraiment confiance en elle, elle doit s'en prendre d'emblée et frontalement à tous les ouvrages qui sont consacrés à la psychologie, à la prévision, au timing, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je reproche à cet ouvrage? Pas spécialement à cet ouvrage, puisque lui, il s'apparente, il fait partie d'un modèle, il s'inscrit dans un moule qui est celui de presque tous les ouvrages. Eh bien, tout à l'heure, dans une précédente vidéo, je me plaignais de ce que euh, on a avancé des chiffres sans déterminer un point de départ. Que ce soit dans le domaine politique, au niveau des calendriers électoraux, que ce soit dans le domaine psychologique, dans le domaine de la vie sociale, etc. Là, ce n'est pas la question du point de départ que je voudrais mettre en avant, bien que ça aille dans ce même sens, c'est le fait de ne pas comprendre notamment qu'il y a toujours deux temps dans une relation. Il y a un temps où les choses commencent et un temps où les choses se radicalisent en quelque sorte. Et dans les deux cas, ça prend à peu près 3 ans et demi. Et il est clair que si une relation a commencé en phase 2, c'est-à-dire la phase d'aboutissement, ce qui est tout à fait possible, paradoxalement, eh bien, la période de la phase 1, elle n'est pas nécessaire. On va passer directement en phase 2. Ou plus exactement, on aura passé la phase 1 avec quelqu'un d'autre, soit d'un côté, soit de l'autre, ou des deux côtés à la fois. Donc chacun des partenaires sera passé par la phase 1, celle de disjonction, et s'il n'est pas resté avec la personne qu'il a connue à ce moment-là, il va passer en phase 2 avec d'autres personnes, qui elles-mêmes auront connu une phase 1 de leur côté. Donc finalement, il y a une sorte d'interchangeabilité des partenaires, puisque de toute façon, tout le monde, dans mon système, passe par les mêmes phases en même temps, et change de phase en même temps. Donc, parfois, on a commencé avec l'un, et puis on continue avec l'autre. Parfois, on continue avec la même personne. Mais ce qu'il faut bien savoir, et ça, j'insiste beaucoup sur ce point, c'est qu'il ne faut pas attendre de la phase 1 ce que peut apporter la phase 2. Il ne faut pas non plus attendre de la phase 2 ce que peut apporter la phase 1. Et ça, évidemment, ça n'est pas dans le paradigme de ces gens qui écrivent sur le bonheur à deux, sur le couple. C'est la grande découverte que j'ai faite, qui d'ailleurs a été confirmée empiriquement par toutes sortes de gens qui ont écrit sur tous les sujets possibles et imaginables depuis des décennies, mais empiriquement seulement. Quand par exemple ce matin, je relevais la réflexion d'un commentateur qui disait qu'au Pakistan, il y avait une montée en puissance du terrorisme par rapport à la période précédente, c'est empirique. Il observe empiriquement que, en ce moment, il y a une montée en puissance. Il ne l'associe évidemment à aucun modèle mathématique, aucun modèle cyclique. Il observe que c'est comme ça. Et quand même, il observe que c'est comme ça, il observe qu'avant, c'était pas comme ça. Puisqu'il parle de montée en puissance, c'est-à-dire qu'avant, c'était pas comme ça. Bon, monter en puissance, ça peut être aussi au niveau du couple, ça peut être à tous les niveaux.
il est certain que la phase disjonctionnelle peut se révéler décevante par sa tiédeur, par une espèce de duplicité, d'hésitation, de compromis. Par exemple, quelqu'un n'a pas complètement rompu avec la personne qu'il a connue avant. Et donc, il ne peut pas s'engager complètement. En tout cas, il n'est pas libre complètement de son temps, ni même de son espace de vie, etc., etc. Donc là, il faut partager. Et c'est pour ça que la notion de disjonction est liée aussi chez moi à l'équinoxialité, c'est-à-dire à ces périodes printemps et automne qui sont des périodes ambivalentes. Donc, quand on sait pertinemment qu'on est dans une période comme celle-là, ben, on en prend son parti. On n'attend pas trop de la relation, ou du moins on considère que les choses sont en train de prendre tournure, mais mollement, doucement, et qu'elles pourraient d'ailleurs ne pas aboutir, parce que la personne est encore hésitante, elle est prise encore entre différentes options. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est accuser l'autre de mollesse, accuser l'autre de tiédeur, accuser l'autre d'avoir manqué d'audace. Mais en phase disjonctionnelle, c'est-à-dire environ 45 degrés avant la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, il ne faut pas attendre plus que ce que ça ne peut donner. Il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour que les choses soient en germe, que les choses soient en train de se profiler, mais la décision n'est pas totalement là. Il y a une indécision, sinon une indifférence. Il y a des cloisonnements qui se perpétuent. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas communiquées, qui ne sont pas mises en commun. Donc, cette période-là, il faut bien la comprendre. Alors, si les choses ont commencé au début de la phase disjonctionnelle, elles vont en effet durer dans les 3 ans. Et au bout de 3 ans, comme le dit d'ailleurs, parce que le grand mérite de cet ouvrage, c'est qu'il donne des chiffres, il donne des durées. Au bout de 3 ans, rappelez bien, si ça a commencé à ce moment-là, au début, nous sommes dans un cycle de 7 ans dans mon système. Si on a commencé au début du cycle de 7 ans, les choses vont suivre leur cours. Si on a commencé plus tard, les délais ne seront pas les mêmes, hein, forcément. Bon. Donc là, on est dans un cas d'école. Au bout de 3 ans, si on a commencé par le commencement et au début du processus, il y a en effet une prise de décision qui devra être prise. Il y a un moment, un tournant. Il y a un tournant à prendre. Donc là, effectivement, on a raison. Ce tournant peut aller dans un sens ou dans l'autre. Il y a une hésitation qui prend fin avec une décision, une prise de décision. Maintenant, prenons le cas où on est en phase 2, phase conjonctionnelle, phase solsticiale. Vous savez ce que c'est que le solstice, c'est-à-dire que ça monte très haut, ça monte aux extrêmes. Hein. L'été et l'hiver, ce sont des extrêmes. Alors que l'automne et le printemps, ils se ressemblent finalement quelque part, comme midi et minuit sont des extrêmes, et puis l'aube et le crépuscule, ça se ressemble, etc. etc. La nuit, tous les chats sont gris. Admettons qu'on est maintenant, ce qui est d'ailleurs le cas, en phase conjonctionnelle. À ce moment-là, ça peut démarrer très fort. En tout cas, il y a un besoin de conclure, il y a un besoin d'aller au bout des choses et d'assumer pleinement la situation. Ou, si l'on préfère, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, il y a
une montée en puissance par rapport à ce qu'il y avait avant. Que ce soit avant avec la même personne, que ce soit avant avec une autre personne. On ne veut plus perdre de temps et on veut foncer. On fonce. On fonce, on peut même aller jusqu'au mariage, voilà, dans les prochains jours, parce que le mariage, c'est l'expression la plus manifeste de cette volonté que j'ai appelée androgynale, c'est-à-dire une volonté de fusion, de ne plus faire qu'un, et de ne plus avoir à dépendre d'un autre qui n'est pas là, qui est là, qui n'est pas là, qui est... On a besoin d'une fiabilité, on a besoin d'être lié. Et d'être lié de manière contraignante, en quelque sorte. Même espace de vie, on se retrouve tous les jours, même discipline de vie, on vit ensemble. Ce qui n'était pas nécessairement le cas, loin de là, dans la phase précédente. D'où justement des réticences, des résistances, quand il s'agit de passer à cette phase 2. Dire, ah ben non, moi je ne veux plus aller jusque-là, donc j'arrête. Ou alors on continue, on passe le cap, et à ce moment-là, on entre dans une autre logique, qui est une logique silencieuse, je dirais, d'une certaine façon. Parce que quand on est séparé, quand on ne vit pas ensemble, on s'envoie constamment des SMS, on se téléphone, on se ceci, on se cela. Mais quand on est ensemble, quand on se voit régulièrement, quand il n'y a pas de surprise, euh, tous ces messages, plus ou moins d'ailleurs oiseux et sans grand intérêt, mais qui montrent qu'il y a une volonté de contact, qu'il y a une présence dans l'absence, justement, l'absence de la présence, à partir du moment où les gens se retrouvent régulièrement et constamment et quotidiennement, il n'y a plus besoin d'échanger des grandes lettres, des SMS, des mails, etc. Vous voyez, tout ce bruit cesse, il y a une espèce de silence qui se met en place dans la relation, beaucoup plus calme quelque part. Parce que justement, il y a cet encadrement et ce carcan qui est posé. Et qui fait qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là. On ne plaisante plus. Et au bout de 3 ans, encore 3 ans, donc ça fait 3 ans et demi, plus 3 ans et demi, ça fait 7 ans, ben, il y a à nouveau une crise, comme le dit d'une certaine façon, mais empiriquement, Sylvain Mimoun et Erika Etienne, parce qu'à ce moment-là, on repasse dans une phase 1. C'est la phase 3 si on veut, mais c'est une phase 1. Ce qui veut dire qu'il faut, à ce moment-là, à nouveau, ralentir le rythme, ne plus être trop les uns sur les autres, etc. etc. Et donc, là aussi, ça peut être une crise parce qu'on a l'impression qu'on recule, qu'on régresse, qu'on fait du surplace, et que ça n'est plus ce que c'était. Etc., etc. Et après, au bout de 3 ans et demi, encore une fois, ben, ça va reprendre, ça va se radicaliser, ça va reprendre une nouvelle dimension, etc., etc. La question, c'est d'avoir si on fait tout ça avec la même personne, ou bien si on change de partenaire, et si on recommence un nouveau cycle de 7 ans avec quelqu'un d'autre, ou si on reste avec la même personne. Voilà, c'est un peu ça. Apparemment, il y a des couples qui arrivent à rester ensemble, et qui arrivent à comprendre empiriquement et intuitivement cette espèce de situations un petit peu comme ça, sinusoïdales. Hein. Et puis voilà, et puis il y en a qui ne comprennent pas. À ce moment-là, ben, ça s'arrête. Donc, en gros, je vois que l'état actuel de la psychologie nous apporte des éléments qui se permettent de travailler au niveau astrologique, mais avec ce bémol qui fait qu'il n'y a aucune rigueur chronologique. C'est-à-dire ils n'ont pas été capables de montrer que les comportements étaient collectifs et qu'à telle période, de telle année à telle année, c'était comme ça, et puis telle année après, c'était comme ça, etc. Ils n'ont pas établi de calendrier précis qui permettrait, ce serait trop beau, de montrer que ce calendrier correspond aux phases de Saturne. Donc comme ils ne l'ont pas fait, on est obligé de le faire à leur place. C'est-à-dire qu'on est obligé de dire, voilà, il y a le système de Saturne, avec 3 ans et demi disjonction, 3 ans et demi conjonction, et puis ainsi de suite. Et vous voyez que, voilà, ça correspond à des comportements, statistiquement, si vous voulez,
pas au niveau individuel, puisque individuellement, il peut y avoir des exceptions, des gens qui commencent très tard, qui trop tôt, etc. Mais globalement, il y aurait un comportement collectif que les sciences humaines n'ont pas mis en évidence. Concernant d'ailleurs la dimension masculin-féminin au niveau psychologique, ça ne va pas très loin, ce livre n'apporte pas grand-chose. Hein. Bien que s'il y a un domaine où la conscience de la différence entre les sexes est flagrante, c'est dans ce domaine-là, mais on voit bien qu'il y a malgré tout, comment dirais-je, un déficit au niveau cognitif dans la description des comportements masculins et féminins. Ce dont je n'ai pas parlé d'ailleurs ce soir, à cette occasion. On pourrait d'ailleurs se poser des questions sur cet autre axe qui est important. Il y a donc l'axe cyclique et diachronique dont on vient de parler, et puis il y a un autre clivage qui est un axe plutôt synchronique, à savoir qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que la femme, et qu'est-ce qu'ils font ensemble, et comment ça fonctionne ensemble, par-delà la question purement sexuelle, qui, à mon avis, n'est pas forcément matricielle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, effectivement, je dirais, pour conclure, comme ça, pour compléter cette remise en question de la psychologie actuelle et ses insuffisances, à savoir que l'homme a besoin, pour se construire, d'une certaine solitude, d'un certain isolement, d'un certain silence, s'il est épanoui, il a relativement peu besoin de l'autre, hein, mais il a besoin de l'autre, non pas pour recevoir, mais pour transmettre à l'autre. L'homme, il est dans la transmission. Transmission, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas ce qu'il a reçu, enfin, il transmet ce qui est en lui, ce qui se passe en lui, y compris sur le plan sexuel, bien sûr, et il est celui qui inspire l'autre, mais l'autre aussi, par son attitude, va l'inspirer, va le motiver à communiquer. Et le grand problème, en fin de compte, c'est que dans un certain nombre de cas, on a ce qu'on appelle des formes de frigidité. Une femme qui est frigide, alors une femme qui est très sensible sur le plan physique, aura des relations très heureuses avec son mari, son partenaire sexuellement, mais si par malheur elle est très peu sensible sur le plan intellectuel, eh bien finalement il y aura une frustration de la part de son mari. Il aura l'impression qu'elle ne l'écoute pas, qu'elle ne s'intéresse pas à ce qu'il a à dire, qu'elle s'intéresse à ce que d'autres disent, mais pas à lui. C'est-à-dire qu'elle est branchée sur un ailleurs et non pas sur l'ici et maintenant. Or, ça c'est très grave. L'homme a besoin d'être dans l'ici et maintenant. Il a besoin, il n'est pas dans le passé, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il a besoin que, il est à l'écoute de ce qu'il est. Il est à l'écoute de sa puissance, à la fois sexuelle et mentale, intellectuelle, etc., physique. Bon. Et ce n'est pas celle d'hier qui l'intéresse, c'est celle d'aujourd'hui. Et s'il a à côté de lui quelqu'un qui est ailleurs, qui pense à autre chose, qui s'intéresse à autre chose, à quelqu'un d'autre, pas sur le plan sexuel, mais qui est infidèle sur le plan, je dirais, intellectuel, en quelque sorte, eh bien c'est très grave aussi. Et à ce moment-là, cette espèce d'indifférence à l'autre, elle va miner la relation. Parce que l'homme ne se sent pas, il ne se sent pas important, il ne se sent pas écouté, et donc s'il ne se sent pas écouté, ben, il n'a pas tellement à dire des choses à sa femme. Et c'est pour ça qu'on peut très bien assister à des relations clivantes, c'est-à-dire la femme a une grosse potentialité sur le plan sexuel, elle est très excitable, et sur le plan intellectuel, elle n'est pas du tout excitable. En tout cas, elle n'est pas excitable ici et maintenant avec son partenaire. Elle est peut-être excitable sur d'autres choses, par ailleurs, à un autre niveau, avec d'autres personnes, mais pas avec lui. Et ça, évidemment, ça peut également considérablement hypothéquer la relation. Et donc, dans le domaine du conseil conjugal, il est évident que si ce phénomène se produit, le conseil à donner, c'est voilà, essayez de vous intéresser à ce que votre partenaire produit, génère.
que ce soit dans son travail professionnel qui parfois n'est pas terrible, que ce soit dans ses loisirs, dans ce qu'il a envie de faire, d'écrire, de dire, de parler, de chanter, de n'importe quoi, mais qu'elle soit intéressée par ce qu'il fait. Parce que c'est parce qu'elle sera intéressée par ce qu'il a à dire, parce qu'il vient de lui, en dehors de la question sexuelle, qu'à ce moment-là, il aura envie de transmettre, il aura envie de s'intéresser à son partenaire. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut éviter.